Bienvenue à toutes et à tous. Merci d'avoir fait le déplacement pour participer à ces scontri di Deridori. Et pareil qu'à l'accoutumée, un petit tour de table rapide pour présenter vos rôles respectifs et lancer les débats. Bonjour à tous, donc Violette Foubert, je suis responsable du service études et accompagnement des territoires du CPIE Arena chez Accorté. Donc nous, au CPIE, on intervient auprès de plein de publics différents. On intervient dans les écoles avec un programme spécifique sur l'eau et on intervient aussi auprès de la population et des élus. Et je crois que notre rôle, en fait, c'est vraiment de transmettre et de vulgariser tout ce qui s'est dit aujourd'hui pour apporter un peu toutes les clés de compréhension à la population pour qu'elle puisse prendre conscience des enjeux et avoir envie d'agir. On travaille avec notamment des collectivités qui ont envie d'impliquer la population sur ces enjeux de l'eau et de faire du lien avec les politiques publiques. Donc ça va justement parler de la tarification incitative, de comment on fait accepter ça, comment on en parle par rapport à tous ces enjeux-là. Et globalement, je pense qu'il y a une prise de conscience de la population qui est claire, mais qui est aussi clairement liée à l'année de sécheresse qu'on a eue. Je ne sais pas si ça va durer. Mais donc là, bon, je parle très peu d'aménagement du territoire, mais c'est pas grave. Au final, je pense que la population, donc il y a une vraie prise de conscience, mais est assez finalement passive et reporte finalement la responsabilité sur les autres usages. Et ce qui ressort de ça, c'est qu'il faudrait agir un peu sur tous les usages et sur tous les acteurs. Et c'est finalement difficile d'impliquer la population qui se retrouve à devoir faire des efforts. Enfin, en tout cas, c'est ce que nous, on ressent en travaillant avec la population. Et voilà. Et finalement, le sujet des structures touristiques, etc., revient très vite sur la table. Voilà. Donc, si vous avez des questions après. Merci d'avoir brossé rapidement et fait un petit tour d'horizon des actions du CPIE Arena Chida. Gwenaëlle Baldovigne. Merci. Donc, Gwenaëlle Baldovigne, je suis chef du service biodiversité terrestre au sein de l'Office de l'environnement de la Corse. Donc, comme vous le savez, l'Office de l'environnement a en charge donc de coordonner et de mettre en œuvre la politique régionale en matière de préservation donc de l'environnement et de la biodiversité terrestre et des habitats pour ce qui concerne mon service. Donc, nous avons des actions qui sont multiples, qui vont de la gestion d'espaces naturels. Donc, vous avez pu entendre Pierre-Jean Albertini ce matin, qui travaille au sein de mon service, qui est conservateur de la réserve naturelle du massif du Monterriton, mais également Marie Garrido, qui, elle, travaille plus sur la mise en œuvre et la coordination d'actions de gestion, de préservation et d'acquisition de connaissances sur les zones humides, et en particulier les zones humides littorales. Donc, parmi ces actions, nous avons également différentes actions de suivi et de conservation des populations d'espèces patrimoniales, espèces faunistiques, puisqu'il y a un service qui s'occupe plus particulièrement de la flore. Dans le cadre de ces actions de conservation, nous menons différents suivis. Comme pour les actions de gestion également sur les zones humides ou sur la réserve. Ces réseaux de suivi mis en place ont des objectifs de vérification du maintien de la bonne conservation de ces populations ou de ces habitats. Dans le cadre de ces objectifs-là, bien évidemment, nous avons des analyses qui sont liées au changement climatique et à la préservation des milieux et des milieux aquatiques, donc pour la préservation de ces espèces. Simplement, on se rend compte que les objectifs des suivis que nous avons menés et mis en place historiquement ont cet objectif de préservation et de surveillance, je dirais, de ces populations, mais pas forcément sous l'angle du changement climatique uniquement. Donc on essaye de changer un petit peu de braquet par rapport à la mise en place de nouveaux suivis avec un angle un petit peu plus lié au changement climatique. Et on a également la volonté de mettre en place un observatoire de ce changement climatique lié à la biodiversité.
Donc, en s'appuyant sur des données, des analyses de données qui sont existantes sur des temps plus ou moins longs. Et donc, mon collègue météorologiste pourra largement nous en parler, mais également sur la mise en place de suivi plus pertinents, avec des indicateurs plus pertinents sur les effets de ce changement climatique sur la biodiversité, voir quelles sont les réponses de ces populations ou de ces habitats par rapport à cette question-là. Et donc, dans le cadre de cette réflexion autour de la mise en place d'un observatoire, l'ADREAL, donc les services de l'État et l'Office de l'environnement, ont demandé au CEREMA de réaliser une étude sur les effets du changement climatique en Corse. Et le constat qui a été affiché en conclusion de cette étude, c'est qu'in fine, on avait bon nombre de suivis, mais pas des suivis qui pouvaient être utilisables en l'état et comparables. Donc, il fallait effectivement qu'on ait ce changement de braquet. Donc, on s'est appuyé sur cette étude qui a été menée avec un comité de pilotage très large, avec bon nombre d'acteurs, pour essayer de commencer à poser les premières pierres de cet édifice qu'il faudra que l'on partage, puisque l'observatoire aura vocation à être un outil qui soit mis en place par l'ensemble des acteurs et pour l'ensemble des acteurs sur d'acquisition de connaissances, de la veille, de la vulgarisation également, pour qu'in fine ce soit vraiment un outil d'aide à la décision, à l'échelle régionale, que l'on puisse avoir sur une plateforme unique l'ensemble des suivis. Donc c'est un enjeu qui nous semble important. Donc on va essayer de s'y atteler dans les prochains mois à venir, tous ensemble. Donc très prochainement, vous aurez des réunions qui vont être lancées pour pouvoir travailler ensemble à cette base qui aura pour but d'une veille sur la biodiversité. Merci Gwenaëlle Baldovini pour cette première présentation. Patrick Rébillot, quand on parle d'outils d'aide à la gestion, évidemment, on pense avant tout à la météo. Vous êtes ingénieur météorologiste, vous dirigez le centre météorologique de Corse, vous avez fait quasiment toute votre carrière en Corse. Vous avez vu que tout le monde s'est appliqué à parler d'évolution, de changement climatique et pas de réchauffement. Oui, enfin, c'est-à-dire que le réchauffement implique un changement climatique, notamment sur le cycle de l'eau. Hein. Ça a été évoqué ce matin. Donc, en gros, le rôle... Moi, je m'occupe de l'eau qui tombe, surtout. Et c'est vrai qu'on a un devoir de climatologie. Et si on veut avoir des profondeurs de données importantes, il faut remonter jusqu'au moins 1960. Mais c'est vrai que le réseau de mesures en Corse en 1960, il était très pauvre jusqu'en 90 même. Donc on a par contre un outil qu'on appelle le suivi hydrométéorologique qui permet de recréer des situations de 1960-1990 au niveau de l'état de sécheresse du sol, des réserves en eau, je veux dire des quantités d'eau annuelles, etc. C'est important de travailler sur des périodes si longues, 30 oui, ans. Alors pour une normale météorologique, c'est une période de 30 ans. Parce qu'une période de 30 ans, on a assez de profondeur pour voir que c'est pas forcément une anomalie décennale qui modifie les données. Et à la fois, 30 ans, c'est suffisant pour glisser à une normale ultérieure, tous les 10 ans, pour voir ce qui se passe. Et d'ailleurs, on peut tordre le cou... Enfin, pour être très clair, si on compare les normales 1990 aux normales 1990-2020, la ressource en eau n'a pas diminué. Au contraire, elle a plutôt augmenté. On est plutôt alors une augmentation de 4%, mais il faut mettre ça en rapport avec la très grande variabilité annuelle de l'eau qui tombe en Corse. Par exemple, en 1967, c'est le déficit le plus important qu'on a jamais vécu. Il est tombé 5 milliards de mètres cubes. La moyenne annuelle, c'est 8 milliards de mètres cubes. En 1996, il est tombé 13 milliards de mètres cubes. Donc déjà, ça apporte quelque chose sur la façon dont on doit gérer l'eau ici. Ensuite, donc le rôle de Météo France, c'est aussi... alors, ça concerne pas tout à fait la ressource en eau, mais malgré tout, on a une mission de sécurité des personnes et des biens, et avec l'intensification du cycle de l'eau, on va vers une augmentation des événements extrêmes. Pour donner un chiffre, les intensités, on a une augmentation de 22%. Les cumuls lors des épisodes ont été multipliés par 2 et les surfaces concernées par 4. Donc tout ça veut dire qu'il y aura des crues sûrement beaucoup plus importantes, plus fréquentes. Ce qui veut dire qu'au niveau biodiversité, il y aura sûrement des conséquences. Et en plus, puisque je suis là-dessus,
Donc on a un rôle de climatologie, mais après de projection climatique. Donc tout le monde est à peu près au courant des rapports du GIEC qui sont des projections climatiques globales. Et il y en a une notamment à l'échelle de la Méditerranée qui dit on tend vers une aridification et une diminution de la ressource. Ça, c'est plutôt valable sur le sud de la Méditerranée. Encore une fois, sur la Corse en tout cas, de 60 à 90 au normal actuel, on est plutôt en augmentation. Et dans les projections climatiques, descendu d'échelle, c'est-à-dire qu'aux modèles climatiques globaux, on ajoute des projections climatiques plus résolues qui tiennent plus compte du relief, et également on fait une adaptation statistique parce que en fait descendre d'échelle, ça veut dire qu'aussi on apporte des incertitudes nouvelles. Et d'ailleurs les incertitudes, c'est quand même quelque chose de très important dans l'aménagement, quoi. Les chiffres que je vais vous donner là, ce sont des valeurs médianes, pour des scénarios d'émissions de gaz à effet de serre. Partagées par le GIEC, donc émissions très vertueuses, émissions modérées ou émissions sans politique climatique. Et les résultats sont quand même complètement différents, notamment au niveau de la température. Donc en fait, donc on fait des projections climatiques atmosphériques, mais depuis quelque temps, et notamment pour répondre aux besoins justement des aménagements, on fait des projections climatiques d'impact. C'est-à-dire que vous pouvez d'ailleurs tous aller voir sur un site qui s'appelle DRIAS-O, où on a mis nos données en accès public, où on projette des impacts sur l'indice d'humidité du sol, sur les écoulements du Tavignan, les écoulements du Gaule, et sur la répartition évidemment des précipitations. Alors je voudrais revenir quand même là-dessus, sur ce que j'ai dit, sur le fait qu'il n'y a pas de diminution de ressources en eau. Il n'y en a pas sur le cumul annuel, mais par contre, au printemps, elle a diminué de 25%, je crois à peu près. L'été, elle n'a pas bougé. Alors ça tord là aussi le coup au fait que au 15 août, on a des orages. C'est pas vrai. En fait, si on regarde depuis 1960, il y a des mois d'août très arrosés, d'autres pas du tout. En fait, cette histoire d'orage, c'est plutôt... Je pense qu'on en avait marre de voir la sécheresse et qu'on était bien content que l'eau arrive. Mais en fait, ça, sur le mois d'août, d'ailleurs, ça bougera pas beaucoup. Par contre, ce qu'on voit arriver... c'est une augmentation des précipitations à l'automne, mais plutôt sur le mois de novembre, et une augmentation légère en hiver. En tout cas, ça, c'est les projections climatiques. Et ce que je me dis, en fait, c'est plutôt qu'on va avoir des précipitations concentrées. Je parle des cumuls importants sur, disons, octobre, novembre, décembre, janvier, et qu'après, on devra traverser probablement des périodes plus ou moins longues avec très peu, voire pas du tout de précipitations. Ça, c'est ce qu'on appelle la sécheresse météorologique. Après, il y a la sécheresse agricole. La sécheresse agricole, c'est l'eau disponible dans les premiers mètres du sol, qui conditionne d'ailleurs beaucoup la biodiversité et aussi l'agriculture d'ailleurs. Et ça, c'est un résultat qui est très net, c'est qu'on va vers une aridité estivale de plus en plus longue, qui commencera, par exemple, comme l'année dernière, au 1er avril, pour finir à peu près 1er octobre sur la Corse du Sud et 1er novembre sur la Haute-Corse. Et ça va s'allonger. Donc en fait, voilà ce qu'on va affronter, c'est-à-dire une eau en cumul annuel à peu près équivalente, même si, attention, je parle de valeur médiane et suivant les scénarios suivis, et je parle d'un horizon moyen ou d'un horizon proche, se projeter un horizon lointain sur l'eau, vu les projections climatiques et leur incertitude, ça n'a pas forcément très grand intérêt. Et puis là, on a un projet 2050, c'est plutôt là-dessus qu'il faut se concentrer. Et donc, on voit très nettement, oui, une aridité estivale de plus en plus longue et aussi qui va commencer à grimper en altitude. C'est-à-dire, pour le moment, c'est plutôt le littoral qui est très aride. Et on le voit très nettement grâce à des projections d'évapotranspiration réelles. Je ne parle pas d'évapotranspiration potentielle, puisque ça, c'est l'idéal. Vous avez du gazon, vous l'arrosez tout le temps, et donc ça s'évapore, ça s'évapore. L'évapotranspiration réelle, elle tient compte de la végétation, et on voit très nettement que même à un horizon proche, à l'horizon 2035, donc c'est dans 10 ans à peu près, on voit très nettement l'évapotranspiration réelle qui diminue sur le littoral. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas assez d'eau dans le sol. Et elle augmente par contre beaucoup en altitude. Antoine ne me contredira pas, l'augmentation de température, elle est plus élevée en montagne, dans l'intérieur de l'île, que sur le littoral, qui est déjà habitué à des températures élevées. Et donc, voilà le schéma, en fait. C'est-à-dire des cumuls importants concentrés sur une courte période, une demande évaporative beaucoup plus importante, qui se traduit par une aridification des sols, et préférentiellement, dans un premier temps, sur le littoral, et ensuite qui va grimper en altitude. Alors, moi, j'ai vraiment été très intéressé par tout ce qui a été dit ce matin, notamment sur l'agriculture. Et je pense que dans l'adaptation, il y a aussi cette considération que le littoral
ne pourra plus accueillir certaines cultures, sauf une irrigation extrême. Mais peut-être qu'une autre réflexion, c'est, donc, au-delà de la diminution de la consommation d'eau, penser peut-être à monter en altitude, quoi. Voilà ce que je voulais dire. Merci beaucoup. On reviendra de toute façon chez vous, frapper à votre porte lors de la suite du débat. Je voudrais qu'on donne la parole à Ludovic Akili, ingénieur chargé de mission auprès du directeur de l'Office de l'équipement hydraulique de la Corse, justement pour penser l'aménagement du territoire et s'adapter. Alors bonjour à tous. Donc l'Office d'équipement hydraulique de Corse, qui n'a pas en charge la stratégie de la politique de l'eau, mais qui doit la mettre en œuvre. Qui doit mettre en œuvre en tout cas une partie, qui est en charge la gestion des ressources hydrauliques, et notamment la gestion des barrages, que M. Politi assure à l'Office. En termes de stratégie, donc la stratégie que doit suivre l'Office est celle qui est dictée par l'Assemblée de Corse. Donc un rapport sur l'eau a été voté, qui fixe, on parle de l'eau et du futur, en tout cas le futur de la politique de l'eau sur le bassin de Corse pour les 10 ans à venir vient d'être voté. Donc l'Office va essayer de mettre en œuvre cette stratégie infrastructurelle qui a été décidée, mais elle s'inscrit dans si on peut revenir un peu sur le passé, l'eau était considérée comme une ressource marchande, on devait satisfaire l'ensemble des usages et assurer la satisfaction des besoins à tout moment. Aujourd'hui, on en revient. On considère que la ressource commune, on doit la soustraire un peu à la logique de marché, et la disponibilité doit guider le mode de développement, plus l'inverse. Donc, la stratégie infrastructurelle, on va la faire en pensant à ces éléments-là. Une stratégie infrastructurelle qui doit répondre à des besoins objectivés, qui doit limiter l'impact environnemental, tout en favorisant l'acceptabilité sociale. C'est pour ça que cette mise en place d'infrastructures, elle va essayer de limiter l'impact en allant d'abord vers des rehausses d'ouvrages existants, en essayant si on doit faire de gros ouvrages, qu'ils soient justifiés par des besoins réellement objectivés, et que toutes les autres solutions aient été envisagées avant. Elles doivent être aussi, d'ailleurs, étudiées dans le cadre de projets de territoire de gestion de l'eau, c'est-à-dire qu'on doit consulter les acteurs locaux, consulter les usagers, pour savoir exactement quels sont leurs besoins, pour pouvoir faire l'infrastructure la plus adaptée à leurs besoins. Voilà, on a un peu varié par rapport au plan Aquanostre 2050 qui a été voté en 2020, qui prévoyait plutôt donc une création d'infrastructures sur tous les territoires, avec peut-être une démarche qui était un peu moins de terrain, un peu moins participative. Aujourd'hui, le but, c'est d'aller sur une démarche territorialisée, participative des acteurs locaux pour étudier leurs besoins et adapter clairement et objectivement les infrastructures à leurs besoins. Donc on n'a pas que l'infrastructure évidemment, on va œuvrer aussi pour la sobriété dans les usages, avec l'amélioration du comptage pour agir sur les comportements et sur les habitudes des usagers, le renouvellement des canalisations, la mise en place de tarification incitative, Madame Monginoul en a parlé. C'est quelque chose qui est en discussion aujourd'hui avec les agriculteurs, notamment Monsieur Maestrini qui était là tout à l'heure, qui participe à un GT, un groupe de travail sur la tarification. Donc des mentalités qui changent, même chez nos usagers. Donc aujourd'hui, tout le monde a conscience qu'il faut réduire les consommations, et que pour faire réduire les consommations, ça passe aussi par une tarification adaptée. Puisqu'on parle de tarification, est-il vrai que l'eau distribuée n'est qu'à moitié facturée par l'Office ? Alors, on parle donc les rendements financiers de l'Office, ce qui ne veut pas dire, attention, je vais faire le distinguo entre rendement hydraulique et rendement financier. En effet, les rendements financiers sont peut-être pas très bons. Les rendements hydrauliques correspondent, je pense, sont plutôt bons. On l'a déduit en fait en étudiant les besoins, tout simplement. Si on parle de la plaine orientale, si on étudie le besoin en eau des cultures, ils correspondent peu ou prou à l'eau qu'on distribue.
Donc c'est en ça qu'on peut dire que les rendements hydrauliques sont plutôt bons. Pour autant, c'est vrai qu'il y a donc on avait des problèmes de comptage. C'est pour ça que je vous ai parlé de l'amélioration de comptage. Monsieur Polite pourra en parler mieux que moi, mais aujourd'hui les nouveaux comptages qu'on installe vont normalement nous permettre de compter mieux. On va mettre en place une sectorisation améliorée, travailler les rendements, mais compter aussi mieux, c'est perdre moins. C'est compter mieux, c'est tout simplement compter mieux. Les compteurs comptaient pas forcément bien avec des compteurs dérivés, des technologies qui sont devenues obsolètes, avec une nouvelle technologie qui sera meilleure. On devrait compter mieux. Et on va pouvoir faire du travail de rendement réseau. On parlait de télérelève tout à l'heure. La mise en place de débitmètres de sectorisation, de compteurs connectés, va nous permettre de réellement faire un travail de travail de rendement. Et ensuite, on va pas le cacher, il y aura évidemment une partie de travail de recherche de piquage. Évidemment, on a du vol d'eau sur nos réseaux, comme il y en a sur tous les réseaux, ce qui explique donc les rendements financiers qui ne sont pas évidemment aussi efficaces qu'on le voudrait. Mais voilà, donc dans les actions d'économie d'eau, il y a ce travail sur les rendements, il y a les nouvelles techniques d'irrigation. D'office, donc tout à l'heure, M. Maestrini en a parlé. Hein. On essaye de relancer, on va dire, en tout cas d'être inclus avec d'autres partenaires dans du travail de recherche sur ces sujets-là. Il y a des campagnes de sensibilisation que vous voyez aujourd'hui dans les médias. Alors, est-ce que ça marche très bien ou non? On le voyait tout à l'heure, c'est Violette Foubert qui le disait. C'est difficile d'agir sur les comportements juste par des campagnes, et c'est long, ouais. Mais voilà, en tout cas, le positionnement de la collectivité de Corse et de l'Office qui agit pour la collectivité de Corse, c'est que ces solutions infrastructurelles, ces mesures d'économie d'eau, elles ne pourront pas constituer donc la seule réponse à la gestion quantitative de l'eau. Il va falloir agir sur l'aménagement du territoire, repenser la façon de faire de l'agriculture, peut-être repenser l'adaptation des cultures, on le disait, Monsieur Rubio le disait, les pratiques, les techniques, aussi tout simplement les cultures. Certaines cultures sont plus adaptées à la plaine du Tavignane qu'au sable de Luciane. Les modes de conduite. Les modes de conduite. Donc s'adapter au climat dans l'agriculture, mais s'adapter aussi au climat aussi dans le domaine touristique. On le voit, l'augmentation des consommations d'eau potable l'été. Donc ça nous oblige à repenser le mode d'aménagement du territoire, le mode les activités socio-économiques devront peut-être s'adapter à la ressource et plus la ressource aux activités économiques. Voilà. Merci pour cette première présentation. Pasquin Christophare est pour conclure adjoint à la DGA en charge de l'aménagement et du développement des territoires, la collectivité de Corse, donc sur cet aspect stratégique en amont. Alors oui, merci. Je vais essayer me projeter un petit peu aussi également dans mon propos, puisqu'on est en train de parler de processus et d'évolution de compétences nouvelles pour la collectivité de Corse. Il faudrait presque je décrive comme dans un roman d'anticipation les éléments qui pourraient éventuellement apporter des réponses, même dès aujourd'hui, à la question de la maîtrise de la ressource. Et quand je dis maîtrise, c'est pas le point qui est imagé dans la présentation de la keynote sur l'aménagement du territoire par rapport à la politique de l'eau. C'est pas le point qui sert le fleuve, mais au contraire, c'est la main qui s'ouvre sur les besoins des populations et c'est là l'inversion du paradigme qu'a présenté Ludovic Achille à l'instant. Ce n'est plus se faire influencer par le besoin humain, mais c'est aussi respecter la terre et l'environnement pour pouvoir développer derrière des politiques publiques en matière d'aménagement du territoire et particulièrement sur la politique de l'eau. Donc il y a trois principes en fait qui pourraient à l'avenir redéfinir la manière dont la gouvernance pourrait se concevoir. Le premier, c'est bien sûr rationaliser. Vous avez entendu avec mes collègues, la collectivité de Corse, on appelle la maison mère, le vaisseau mère, j'en sais rien. On
quand on est à Bastia, on arrive à le visualiser d'ailleurs. On a les offices et agences, hein, qui sont des outils et les bras armés, hein, des politiques publiques qui ont normalement des vocations sectorielles. On a au sein même de la collectivité un éclatement, hein, de l'approche de la politique de l'eau entre diverses directions, missions, services. Et on a aussi, on le sait, on n'est pas les seuls, hein, en tout cas sur le territoire français, à avoir des différents organismes qui sont plus ou moins liés à la maîtrise de l'eau. Je rajouterai l'Office d'environnement quand il s'agit de la préservation des milieux, l'ODARC quand il va s'agir d'irrigation et donc l'agriculture qui est fortement consommatrice de ressources, et d'autres, l'ATC de manière indirecte mais quand même assez significative. Donc l'idée de la rationalisation, c'est l'idée aussi de peut-être demain envisager de mettre la politique de l'eau au centre des stratégies d'aménagement du territoire. C'est pas la seule politique énergétique. Je dirais tout ce qui est air, climat, énergie, hein, de toute manière, a besoin d'être rationalisé. Et rationalisé en termes de gouvernance, ça veut dire peut-être, et c'est le deuxième point, le deuxième verbe que j'emploierais, c'est recentrer. Recentrer, ça ne veut pas dire recentraliser. C'est même tout le contraire. Recentrer, c'est définir dans quelle chronologie s'intègre la politique de l'eau en termes de stratégie politique d'aménagement du territoire. Est-ce qu'elle est en amont ? Je dirais comme l'eau, forcément, il me semble que oui. Est-ce qu'elle est au milieu, c'est-à-dire noyée entre le besoin de développement et le besoin de bien-être des populations qui sont entre guillemets gouvernées? Et puis, est-ce qu'elle est en aval ? Ça, c'est certainement pas, parce que ça voudrait dire qu'on aurait rejeté la nature et les ressources naturelles très loin dans la décision politique et dans le fait de gouverner des populations locales. Et le troisième verbe, enfin, c'est territorialiser. Si on rationalise, ça veut dire qu'on a plus ou moins des outils qui nous permettent d'envisager administrativement, technocratiquement même, j'emploie le terme à dessein, d'envisager d'intervenir et de porter de l'aide à la décision aux élus. Bien évidemment, je ne me projette pas forcément dans une conception de dialogue avec des représentants locaux de l'État. Hein. Je me projette, je l'ai dit en introduction, dans une dévolution de compétences. Donc rationaliser, c'est par exemple ce qui est proposé dans le rapport sur la politique de l'eau qui a été voté par l'Assemblée de Corse, créer enfin une direction de l'eau à la collectivité de Corse, qui regroupe mes collègues de la mission eau, qui regroupe mes collègues de la direction des milieux aquatiques, et aussi les services d'aide financière, hein, aux communes et intercommunalités. On l'a évoqué rapidement, mais l'accès à l'eau potable et la problématique de l'accès à l'eau potable, la problématique de l'assainissement, chez nous, parfois, dans certains endroits, principalement dans l'intérieur et en montagne, c'est une question qui regroupe très très fortement des questions d'aide au développement. C'est-à-dire on parle de ce qu'on pourrait parler. Tout à l'heure, on a eu des exemples tunisiens, mais on n'est pas du tout dans une politique futuriste. On a une politique de rattrapage énorme, y compris en termes de connaissance des données sur la ressource. Sur recentrer, ça veut dire aussi remettre dans le PADUC l'eau, qui était, on l'a tous constaté, puisqu'on est en train de procéder à l'analyse globale des impacts du PADUC sur l'environnement. Et quand on lit le PADUC, je vous invite à le faire lisez la synthèse, hein, parce que les 3000 pages seraient un peu indigestes. Mais si vous lisez le PADUC, vous verrez que l'eau est quasiment absente, si ce n'est sur son aspect infrastructurel. Et c'est un petit peu dommage. Bien sûr, dans les orientations stratégiques sur l'environnement, on retrouve les milieux aquatiques
On retrouve la mer, mais on ne retrouve pas l'eau en tant que ressource traitée de manière forte dans le PADUC de 2015. Donc, ça tombe bien, il va certainement être révisé, donc ce projet dans le futur, et ça permettrait de recentrer donc, sur le PADUC, sur l'outil stratégique et d'orientation stratégique de la collectivité, l'eau au centre du débat. Et enfin, troisièmement, territorialiser. Refaire les mêmes erreurs que l'État a fait avec la Corse, je dirais, en termes de politique de l'eau, ça serait inutile si on décide à Ajaccio ou à Bastia de la manière donc, dont on maîtrise la ressource, dont on définit les usages et derrière aussi dont on définit la potentialité, y compris en termes de développement économique. On a parlé d'énergie tout à l'heure. On sait qu'en Corse, vu la topographie, il y a possibilité, au-delà des barrages, d'ailleurs, de produire il y a des possibilités de production énergétique à partir de la ressource sans la mettre en danger. Donc l'idée de la territorialisation, c'est un petit peu ce qui est annoncé d'ailleurs aussi dans le rapport sur l'eau qui avait été présenté par le président et conseiller exécutif Gilles Giovanangeli à l'Assemblée il y a un mois maintenant. C'est de dire on va pas décider seul de la manière dont on va orienter l'eau. On doit le faire avec les acteurs, les élus bien sûr, puisque ils disposent quand même de beaucoup de compétences en matière de gestion de l'eau, notamment en termes d'AEP, et c'est un enjeu, mais aussi les usagers, les acteurs locaux de manière, et peut-être aussi les citoyens. Donc l'idée de mettre en place les Scontridila, donc le premier aura lieu le 22 juin à Lise ou là, à l'île Rousse, donc très, très prochainement. S'en suivra 5 autres ou 6 autres certainement jusqu'en septembre. Et derrière, je dirais, la reprise et la déclinaison du plan qui a été présenté avec des fiches actions de manière opérationnelle. Et ces fiches actions, elles n'auront pas été décidées par la direction de l'eau, la mission eau, l'office hydraulique, l'office de l'environnement, l'ODARC ou la DGA Aménagement et Développement des territoires. Elles auraient été décidées, on l'espère, en tout cas c'est ce qu'on souhaite, c'est ce que souhaite le président Simeone et le conseil exécutif Gilles Giovanangeli, c'est que ce soit décidé par les acteurs locaux. Et ça, je pense que c'est la clé, sans jeu de mots, c'est la clé de la réussite en termes de maîtrise de la politique de l'eau. Rationaliser, c'est nécessaire parce que le citoyen ne comprend absolument rien à ce que fait la collectivité de Corse en matière de politique de l'eau, puisque à peu près tous ces organes en font un peu. Recentrer, parce que l'enjeu de l'eau, si on est là aujourd'hui, c'est parce que c'est un enjeu éminemment important. Et enfin territorialiser, parce que au plus près du besoin et des contraintes on va, au mieux on pourra répondre avec des solutions adaptées. Merci Pascal Cristofari. L'horloge m'indique qu'il nous resterait 5 minutes. Alors, vraiment, n'hésitez pas à poser vos questions tout de suite. François, puis Antoine. Donc, François Casabianca, membre du CESEC. Oui, moi, les deux dernières présentations, on est vraiment dans les questions de politique publique et d'organisation de la décision publique. Et je pense que c'est vraiment des questions cruciales. Enfin, je remercie Pascal d'avoir mis le doigt sur vraiment les questions qui fâchent un peu. Hein. Alors, j'ai 2 questions très rapides. La première, c'est finalement, en termes stratégiques, la révision du PADUC
va être une opération, je pense, cruciale hein, pour définir un petit peu les orientations vers lesquelles on va. J'ai bien le sentiment qu'il y a quand même derrière tout ça des questions de cohérence à trouver entre qu'est-ce qu'on veut faire en matière touristique, qu'est-ce qu'on veut faire en matière agricole, les autres gros utilisateurs aussi. Alors on n'a pas parlé trop des utilisateurs industriels, mais il y a des grosses consommations aussi d'eau, bon, en particulier les industries agroalimentaires, des choses comme ça. Enfin, tout ça, ça consomme beaucoup d'eau. Le bâtiment aussi est un gros utilisateur d'eau. Hein. On n'en a pas du tout parlé dans la journée, mais le bâtiment, il faut savoir que le BTP, ça consomme énormément d'eau. Hein. Voilà. Donc on va avoir là des possibles conflits. Il va falloir vraiment mettre en œuvre quelque chose qui soit à la fois ambitieux et en même temps qui tienne compte des enjeux de tous ces acteurs-là. Je pense qu'il y a matière là à se poser des questions on va dire, de concertation et de prise de décision publique. Donc, qu'est-ce qui est prévu en la matière? Bon, la révision du PADUC est en cours, là, mais finalement, on en sait très peu. Il y a peu de mobilisation citoyenne derrière aussi. Ça a été évoqué, mais je trouve de façon insuffisante, en tout cas à mes yeux. Hein. Enfin, tu me diras peut-être le contraire, hein, mais bon. En tout cas, je pense qu'il y a là un enjeu important. Et puis, deuxième question, très rapide aussi. On a parlé de l'agence de l'eau. Dans le rapport, d'ailleurs, il est dit de façon explicite que la collectivité souhaite qu'il y ait une agence de l'eau corse, alors qu'aujourd'hui, c'est PACA Corse, et puis qu'on a un strapontin dans cette PACA Corse, en réalité. Hein. Voilà, on ne pèse pas véritablement sur les décisions qui seront prises. Non, je dis pas que le strapontin est mal utilisé. Voilà, non, le strapontin, il est bien occupé, mais on est dans une position dominée et non pas dans une position de gestionnaire. Donc, je pense qu'il y a là des enjeux importants. Et le reste va en découler, parce que le reste, c'est comment on anticipe les évolutions de la ressource, comment on anticipe le fait que les milieux, et en particulier les milieux humides, vont être pris en compte et la biodiversité va peser, va compter. Enfin, tout le reste va en découler. Et il me semble que là, c'est vraiment une question, au fond, assez cruciale. C'est quand est-ce qu'on va prendre nos responsabilités en la matière et quand est-ce qu'on va nous les donner? Alors, très rapidement, petite précision. Petite précision. La révision l'analyse globale du PADUC, parce que c'est comme ça qu'on doit le dire, hein, c'est l'analyse globale du PADUC sur l'environnement, l'impact du PADUC sur l'environnement. En fait, c'est le véhicule qui nous permet d'aboutir de manière réglementaire à la révision du PADUC. Nous en sommes à l'analyse interne, c'est-à-dire, on aurait pu d'ailleurs s'en contenter, c'est-à-dire simplement s'arrêter à l'analyse interne, c'est-à-dire l'ensemble des services, offices et agences de la collectivité qui disent bon ben là telle orientation stratégique c'était pas bien, c'est moins bien, ça on a respecté, ça on n'a pas respecté, on a des indicateurs, on met les indicateurs, on met les écarts, on commente et on envoie. On n'a pas du tout voulu faire comme ça, puisque par la voix de Julien Paolini, hein, qui est conseiller exécutif en charge de l'aménagement du territoire, notamment, la révision du PADUC s'est voulue dans une concertation. Donc, mais pour concerter, il faut de la matière. C'est-à-dire que l'analyse du PADUC interne va se terminer très prochainement. Elle va être présentée à plusieurs instances, le CESEC, le CAUC, hein, nouveau comité d'aménagement et d'urbanisme de la Corse, l'Assemblée Aduantou, la Chambre des territoires, quand elle sera installée, nouvelle mouture, elle sera installée le 10 juillet, et à partir de là, elle pourra être mise en débat de manière publique, c'est-à-dire citoyenne. Et là, on rentre effectivement dans la révision. Le problème qu'on rencontre, c'est que vous le savez peut-être, il y a un contentieux au tribunal administratif et maintenant un corps administratif d'appel de Marseille sur le rétablissement de la cartographie des espaces stratégiques agricoles et que le moyen qui a été invoqué pour, notamment, il y en a eu d'autres, mais un des moyens principaux qui ont été invoqués pour faire chuter la cartographie, ça a été la modalité d'évolution du PADUC. En gros, nous avons fait le choix à la lecture de la modification. Or, apparemment, le TA avait décidé que c'était une révision. Mais une révision pour le PADUC,
à la différence des schémas régionaux dont on a parlé tout à l'heure avec M. Liotti, c'est au minimum 1 mois de consultation publique. Et encore, là, on est gentil, c'est quand on est en enquête publique. Si sur certains éléments comme la mobilité, c'est un débat public. Et un débat public, vous le savez, c'est au minimum 3 ans. Donc, faisons attention voilà, sur le truc. Donc, l'idée, c'est que là, en ce moment, il y a des discussions. Profitons des discussions. Il y a des lois qui vont être déposées, notamment la loi ZAN, qui va être discutée, la loi sénatoriale ZAN, qui va être discutée à l'Assemblée nationale fin juin. Prenons appui sur ces véhicules législatifs, comme on dit, pour faire passer les choses. Et sur l'agence de l'eau, je vais faire très rapidement. Le constat, il est presque enfantin. 2 bassins, une agence. J'ai presque tout dit en disant cela, alors que tout à l'heure, on a vu la cartographie de 1871 sur les bassins hydrographiques français. Bien évidemment, ils n'avaient pas encore créé la case virtuelle que les géographes détestent, où la Corse est dans le petit coin en bas. Donc, en 1871, il y avait les grands bassins géographiques, et c'est la même carte que pour les agences de l'eau. Je vous rappelle que pour ce qui est de l'outre-mer, non seulement parfois il n'y a pas d'agence, mais il y a des offices de l'eau. Alors, peut-être pas. L'idée n'est peut-être pas de créer un office de l'eau. Le fait est de faire en sorte que l'agence de l'eau soit l'équivalent de l'agence de l'eau. Je vais être plus précis, soit remis dans son bassin. Voilà, l'idée, c'est celle-là. Ce d'autant plus que si avant, on pouvait dire merci parce que les subsides étaient pour 1 euro payé, de redevance en Corse, on avait 1,7 de subvention, entre guillemets, d'aide en retour. Aujourd'hui, on est sur du 1 pour 1 environ, et même pas, puisque dans quelques mois, je vois Antoine Orsini qui me confirme, on va passer à 0,7. Dans quelques mois, quelques années, on va passer à 0,7. Ça veut dire que 1 euro donné par la Corse, et c'est moins 300 000 qui sont rendus encore. Donc, on est perdant. Donc, il n'y a plus de gains, spécifiques à avoir cette agence, à participer à l'agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse. Quant au poids politique là-dedans, il est proportionnel aujourd'hui, mais c'est pas des strapontins, parce que je tiens à reconnaître la qualité des administrateurs, à saluer la qualité des administrateurs, mais c'est vrai que c'est 3 sièges, donc 2 OCA, et non, parce que je disais 3 pour la Corse, dont le préfet de Corse. Le préfet est 2 nommés. Le préfet, on ne le compte pas. Excusez-moi pour le... Antoine, d'ailleurs, Orsini, et Henri Politi. Une question et 2 remarques. La première, la question, c'est pour mon ex-ami Patrick Rébillot. Non, je plaisante, Patrick. Tu n'as pas parlé de neige. J'aimerais que tu dises 2 mots sur la neige. Et après, la remarque, c'est par rapport à ce qu'a dit Gwenaëlle Baldovini, si vous voulez, mademoiselle. Quand tu évoques de surveiller les conséquences du changement climatique, je pense qu'aujourd'hui, et Patrick l'a un peu évoqué, il faut surtout le faire en montagne, par rapport y compris aux estives. Et après, pas pour reprendre, mais ce que dit Pasquin, il connaît ma position, je suis pour la gouvernance à la bonne échelle, et là, c'est ce que tu as évoqué. Mais bon, Patrick, un peu de neige, s'il te plaît. Ou pas beaucoup. Oui, alors sur la neige, vous avez compris que les précipitations vont plutôt se concentrer sur le mois automne-hiver. Donc il n'est pas impossible que les précipitations neigeuses augmentent aussi. Par contre, ce n'est pas le cas du manteau. C'est-à-dire dans une atmosphère plus chaude, on risque d'avoir des épisodes comme on a eu cette année, c'est-à-dire une précipitation très importante qui monte très rapidement. Je crois qu'on a pris 1 mètre, 1,50 m en 2 jours à la Manich, mais ça fond très très vite. Donc effectivement, au 1er mai, par contre, ça on le voit, si on compare les normales 60, 90, 90, 2020, au 1er mai, il y a une chute catastrophique de l'équivalent en eau liquide du manteau neigeux. Et ça ne va pas s'améliorer, c'est certain.
Mais on est toujours dans cette irrégularité, si tu veux, des précipitations. Et même sur l'équivalent en eau liquide, sur toute une saison hivernale, dans les années 90, par exemple, il y avait pratiquement rien d'équivalent en eau liquide, alors que ces dernières années, il y en a plutôt plus. Mais globalement, la tendance, c'est que au 1er mai, l'équivalent en eau liquide, c'est quasiment plus rien. Alors que par contre, avant, effectivement, on était encore à 50, ce qui permettait de tamponner ou de retarder l'aridité estivale, notamment en montagne. Ça, c'est certain. Et ce que les hydrologues appellent la saison de recharge, ça a changé dans la période ? Alors ça, c'est une bonne question parce que en fait, j'y pensais tout à l'heure. Alors la saison de recharge, on est plutôt en augmentation de la quantité de précipitations, mais relatif. Hein. Encore une fois, il y a une telle variabilité interannuelle, il faut se méfier de ça. Mais surtout, je trouve qu'on se trompe. C'est-à-dire la saison de recharge, c'est pas de septembre à mars. La saison de recharge, ça va être de novembre à février maximum. C'est surtout ça qui m'inquiète, quoi, en fait. Et donc avec des précipitations en plus qui vont pas tomber régulièrement un petit peu tous les jours de novembre à février. C'est plutôt, on va avoir 3 épisodes à 400 mm et puis voilà. Donc moins efficace. Alors moins efficace, c'est pas la même chose. Alors moins efficace, c'est merci finalement d'utiliser ce terme. Alors bon. Effectivement, quand l'eau tombe, on parle de ruissellement, si le sol est sec, etc. Je sais pas trop ça. Ce que je sais, c'est que par contre, dans une atmosphère plus chaude, et c'est le cas d'ailleurs des premiers mois de la saison de recharge actuelle, c'est-à-dire septembre, octobre, novembre, les pluies sont effectivement moins efficaces. Et si on fait des projections climatiques, les cumuls importants, effectivement, ne diminuent pas. Enfin, en tout cas, il n'y a pas de signal fort pour dire que c'est en augmentation ou en diminution. Mais par contre, on voit une diminution des pluies efficaces, et notamment aux saisons comme l'automne, d'accord, et au printemps. Et je suis presque désolé de le dire, mais qu'il y a quelque chose qui se dessine dans les projections climatiques, à l'horizon proche, mais surtout à l'horizon moyen, c'est que la partie orientale de l'île serait moins arrosée en termes de précipitations efficaces. Et quand on pense que c'est plutôt là qu'il y a l'activité agricole, voilà, ça m'inquiète un peu. Mais attention, il y a beaucoup d'incertitudes. Donc là, je vous parle de valeurs médianes, et il faudra tenir compte des incertitudes aussi. Ok. Gwenaëlle, vous voulez apporter un complément ? Juste rebondir sur la remarque d'Antoine sur l'importance d'aller sur des suivis, je dirais, en altitude. Effectivement, je ne me suis pas appesantie sur les suivis, les réseaux de suivi, mais tu le sais, on travaille activement sur tout ce qui est mise en place de réseaux de suivi, en particulier sur les lacs de montagne, avec notamment notre forte implication dans le cadre du réseau Lac Sentinelle, qui est un réseau alpin initialement, mais la Corse maintenant est partenaire, avec un site pilote qui est la réserve naturelle du massif du Montérytonde. Donc nous allons mettre en place des chaînes de thermistor sur l'ensemble des lacs de montagne pour pouvoir avoir un suivi sur le long terme de la température à différentes profondeurs, pour essayer d'avoir une vision plus claire de ce qu'il se passe sur ces plans d'eau. Nous avons également des travaux de suivi sur les populations, et en particulier populations endémiques, puisque un certain professeur m'a appris que les taux d'endémisme étaient beaucoup plus importants en altitude. Donc effectivement, nous travaillons sur ces problématiques-là. Nous avons déjà des études sur la partie invertébrée, mais je ne reviendrai pas dessus non plus. Effectivement, ces populations qui remontent, et ces écosystèmes également, puisque les populations de Pin-la-Riche remontent également, nous donnent des indices justement sur cette résilience des populations, mais c'est des indices qu'il va falloir que l'on suive. Donc effectivement, il y aura des suivis qui vont être mis en place sur ces logiques-là, et on s'appuiera également sur les suivis existants qui sont mis en place depuis plus longtemps, et notamment sur les milieux humides littoraux. Voilà. Merci Gwenaëlle Baldovini. Et pour conclure, je voudrais qu'on repasse le micro à Violette, s'il vous plaît, parce que je voudrais pas qu'on se quitte sans évoquer un site en pleine refonte, celui d'Agazadilla, Centre régional de ressources sur l'eau et les milieux aquatiques, toujours dans la même logique, Violette, pour mieux connaître, pour mieux préserver, et deux observatoires notamment à disposition. Oui, en fait, Agazadilla, c'est un site internet qui est tout nouveau, et nous, dans notre cœur de métier, c'est vraiment d'essayer d'impliquer la population dans les politiques publiques. D'ailleurs, je me réjouis de voir qu'il y a quand même cette volonté d'impliquer la population de plus en plus.
parce que je suis convaincue qu'on ne peut pas faire les choses pour la population en étant déconnecté finalement de cette population. Et donc sur ces sites internet, en effet, c'est aussi pour nous un moyen d'essayer de capter ce public sur des observatoires. Donc sur un observatoire sur les poissons, notamment les poissons introduits dans les cours d'eau. Donc là, on rejoint les enjeux biodiversité. Et un observatoire sur le patrimoine bâti lié à l'eau. Voilà, c'est aussi un sujet qui permet de parler de l'eau en fait avec les habitants. Donc sur ce site internet, il y a aussi plein d'autres choses. C'est un peu, on voulait que ce soit un site qui soit complémentaire des sites qui existent déjà et dans lequel justement il y a encore cet objectif de vulgariser ce qui se passe, de vulgariser les enjeux et que ce soit un peu une boîte à outils pour tout le monde. Voilà. Merci Violette.